Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Chaos 1303. C'est une nouvelle édition du vieux classique Chaos de 2005. Celui-ci a été édité en 2019 par Space Cowboys et distribué au Canada par Asmodee Canada. On voudrait d'ailleurs remercier Asmodee Canada de nous avoir envoyé cette copie de jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur William Attia qui avait aussi fait le premier Chaos. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs et les parties vont durer de 60 à 90 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de prestige. Les joueurs vont incarner des architectes qui tentent de bâtir le château, donc emmener des ressources au chantier du château de Chaos et de bâtir des bâtiments dans la ville qui l'entoure pour tenter de devenir l'architecte le plus prestigieux. C'est un jeu de placement d'ouvriers très classique, de gestion de ressources, où on va placer des ouvriers sur différents bâtiments pour aller chercher des ressources, exécuter différentes actions, pour construire des nouveaux bâtiments qui sont de plus en plus puissants, qui vont générer de plus en plus de ressources et de points de prestige. C'est un jeu de placement d'ouvriers qui va avoir beaucoup d'interactions entre les joueurs. Je pense que c'est la facette qui va le différencier des autres qui sont dans le même genre. Alors, Chaos 1303, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on va lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de jeu. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table. Et à côté de celui-ci, on va aller placer les différents jetons pour faire des réserves avec les jetons de points de prestige. On a ensuite 5 types de ressources. On a le bois, la pierre, la nourriture, les tissus et l'or. On va prendre le jeton couronne, qui est un jeton marqueur de ronde, et on va aller le placer sur le numéro 1 de la piste de ronde en haut du plateau. On va prendre les tuiles de bâtiment de départ qui ont des bannières jaunes. On va les placer du côté bannière jaune. On va en prendre une au hasard et on va aller la placer sur le premier emplacement du chantier en haut du plateau. Les autres tuiles vont être mélangées et placées sur les emplacements qui ont des bannières jaunes sur le plateau en suivant le chemin. Donc ce seront des bâtiments de départ qui seront disponibles pour les joueurs pour effectuer des actions en début de partie. On va ensuite prendre les bâtiments de bois. Ce sont des bâtiments avec une bannière brune. On va les prendre du côté que la bannière est vide. On va en prendre un au hasard et on va le placer sur le deuxième emplacement du chantier en haut du plateau. Ensuite, on va en prendre un deuxième au hasard et on va le placer sur le plateau, sur l'emplacement qui a une bannière brune. Mais on ne peut pas placer la tuile du maçon. Donc, si c'est la tuile du maçon comme celle-ci, on va en piocher une autre tout simplement pour la remplacer. Donc, le maçon ne peut pas commencer sur le plateau en début de partie. Les tuiles restantes seront retournées de l'autre côté où on a un coup sur la bannière et on va aller placer les tuiles autour du plateau face visible et les joueurs pourront les construire pendant la partie. Et on va faire la même chose avec les tuiles de bâtiments de pierre qui ont des bannières grises. On va les prendre du côté où la bannière est vide. On va en prendre une au hasard pour placer sur le troisième emplacement du chantier. On va en prendre une au hasard pour placer sur l'emplacement du plateau qui a déjà une bannière grise. Et les tuiles restantes seront retournées de l'autre côté pour qu'il y ait la bannière avec le coup en ressources. Et on va placer les bâtiments de pierre restants sur le côté du plateau. Les joueurs pourront les construire en cours de partie sur les emplacement libre du chemin qui mène au château. On va prendre les tuiles de monuments à bannière bleue qui ont des coups et on va tout simplement les placer sur le côté du plateau. Ce sont des bâtiments spéciaux que les joueurs pourront aussi construire en cours de partie. On va placer la figurine du prévôt entre le dernier bâtiment de base et le bâtiment de bois qui est déjà sur le plateau en début de partie. Chaque joueur va se choisir une couleur et va prendre ses 10 maisons et ses 15 ouvriers de sa couleur. On va ensuite prendre une maison de chaque couleur qu'on va aller placer en dessous du pont des guildes sur le plateau pour déterminer l'ordre de tour à chacune des rondes. Les joueurs vont se garder 10 ouvriers de leur couleur et les ouvriers restants seront déposés dans le camp sur le plateau principal. On va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre la tuile premier joueur au début de la partie.
On va ensuite prendre les tuiles personnages et on va en prendre un nombre égal à 3 plus le nombre de joueurs. On va donc en prendre 5 dans notre partie et les autres seront remises dans la boîte de jeu. On va ensuite les donner au joueur qui est en dernière position, donc le joueur jaune qui n'est pas premier joueur, va aller regarder les 5 tuiles personnages et va s'en choisir une qu'il va placer devant lui. Et ensuite, il va donner les tuiles restantes au joueur rouge qui va aussi s'en choisir une et qui va placer devant lui. Les 3 tuiles restantes seront placées sur les 3 emplacements dans le haut du plateau et les joueurs pourront les recruter pendant la partie. Et finalement, les joueurs vont prendre de la réserve leurs ressources de départ. Donc, chaque joueur va commencer la partie avec 2 ressources de bois, une ressource de pierre et une ressource de nourriture. Une partie de Chaos 1303 se joue en 9 rondes de jeu. À chaque ronde de jeu, les joueurs vont utiliser leurs ouvriers pour aller les placer sur les différents bâtiments du plateau pour ensuite planifier d'activer les différentes actions qui s'y trouvent. Les actions vont s'activer en ordre en suivant le chemin, donc il faudra bien planifier nos actions pour ramasser les différentes ressources nécessaires avant de les réaliser. Les joueurs pourront aussi placer des ouvriers au chantier pour aller mener des livraisons de matériaux pour la construction du château et aussi marquer des points de prestige. Pendant la partie, les joueurs pourront construire les bâtiments qui s'y trouvent à côté du plateau ainsi que les monuments sur les différents emplacements qui sont libres sur le plateau et les monuments sur des emplacements de résidence qu'on aura aussi pendant la partie. Le but est toujours de marquer le plus de points de prestige et le joueur qui en aura le plus à la fin de la partie sera déclaré le plus grand architecte du royaume et vainqueur de la partie. Chaque ronde de jeu se divise en 4 phases. La première phase est la phase de planification. Les joueurs vont jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur et vont aller placer des ouvriers sur les différents emplacements de bâtiments du plateau ou sur le chantier près du château. Lorsqu'on place un ouvrier sur le plateau, on a certaines contraintes à respecter. Premièrement, on ne peut pas placer un ouvrier sur un endroit qui est déjà occupé par un autre ouvrier. Les joueurs pourront placer des ouvriers sur les cases d'actions qui sont avant le pont des guildes, qui sont des actions imprimées sur le plateau et qui sont présentes à toutes les parties dans cet ordre. On a ensuite les bâtiments de départ qu'on a placés au début de la partie dans la deuxième section du chemin, qui sont des emplacements disponibles au début de la partie pour aller effectuer des actions et placer des ouvriers. On a aussi notre bâtiment de bois qui est présent sur le plateau ainsi que notre bâtiment de pierre au début de la partie. On ne peut jamais placer d'ouvriers sur les 3 bâtiments qui sont en haut du château dans le chantier. On ne pourra pas non plus placer de bâtiments sur les résidences qui sont l'autre côté des bâtiments de départ. On aura des effets de jeu pour les faire retourner pendant la partie. Donc lorsqu'ils sont sur la bannière verte de résidence, on ne peut pas placer d'ouvriers sur ces tuiles. Les tuiles de monument à bannière bleue, lorsqu'elles seront construites sur le plateau, ces tuiles, on ne pourra pas aussi placer d'ouvriers sur ces tuiles pour faire des actions. Et on ne peut pas placer un ouvrier sur une case vide du plateau où il n'y a pas de bâtiment. Les joueurs ont 3 options dans la phase de planification lorsque vient leur tour de jeu. Ils peuvent placer un ouvrier sur un bâtiment libre. Ils pourraient placer à la place un ouvrier sur le chantier dans le château. Ils vont prendre l'emplacement le plus à gauche de disponible et on ne peut pas avoir plus d'un ouvrier d'une même couleur sur le chantier dans une ronde de jeu. La troisième option pour les joueurs est de passer son tour, mais si on passe son tour, on ne pourra plus placer d'autres ouvriers dans cette phase de planification. Mon joueur rouge pourrait alors commencer en plaçant un ouvrier sur cet emplacement. Mon joueur jaune, par la suite, pourrait décider d'aller chercher l'emplacement qui est ici. Là, ça revient au joueur rouge qui pourrait décider d'aller chercher de la pierre. Le joueur jaune va placer un ouvrier ici. Le joueur rouge va continuer avec l'emplacement qui est ici. Donc les joueurs dans la phase de planification font seulement placer des ouvriers à tour de rôle. On n'active pas les bâtiments dans cette phase de jeu. Le joueur jaune pourrait aller placer un ouvrier ici. Le joueur rouge va décider d'aller à cet endroit-là. Le joueur jaune va décider d'aller au chantier. Donc, on va placer un ouvrier sur la case 1. Mon joueur rouge va décider d'aller ici. Mon joueur jaune va décider d'aller à cette action-là. Mon joueur rouge va aller là et mon joueur jaune va décider, lui, de passer son tour. Le premier joueur à passer son tour va placer sa maison sur la première case du pont des guildes et va prendre possession de la tuile premier joueur. Donc le joueur jaune va devenir premier joueur dans la
deuxième ronde de jeu. Par la suite, si le joueur rouge continue de placer des ouvriers, il devra payer une pénalité d'un ouvrier à chaque fois qu'il en place un. Donc s'il se plaçait un ouvrier ici, il devrait aller placer un de ses ouvriers dans le campement directement comme pénalité s'il continue de jouer et de placer des ouvriers sur le plateau. À son tour, il pourrait décider à la place de passer et ensuite placer sa maison sur le deuxième emplacement du pont des guildes. Lorsque tous les joueurs ont passé leur tour dans la phase de planification, on va passer à la deuxième phase qui est l'activation. En partant des portes de la ville et en suivant le chemin, on va activer les différentes actions où les joueurs ont placé des ouvriers pour ramasser des ressources ou faire différents effets d'action jusqu'à temps qu'on se rende au jeton du prévôt. Les actions qui sont après le prévôt ne seront pas activées dans ce trône de jeu, mais il y a des façons de le déplacer en utilisant l'action qui est ici et on pourra aussi au pont des guildes payer des ouvriers pour le déplacer, pour essayer de l'éloigner pour pouvoir effectuer les actions où on a placé des ouvriers. On commencerait donc par le joueur jaune qui a un ouvrier sur la première case d'action. Il va donc enlever son ouvrier et le remettre au campement. Les ouvriers ne reviennent jamais dans notre réserve. Lorsqu'ils sont enlevés du plateau, ils sont déposés dans le campement. Le joueur jaune va faire l'action en dépensant un jeton de bois qu'il va remettre à la réserve et il va gagner une faveur. Donc l'icône de fleur d'Elysée donne une faveur au joueur et le joueur aura deux options pour dépenser cette faveur. Premièrement, il peut voler une tuile personnage à un adversaire. Il pourrait donc prendre la tuile du joueur rouge et la placer dans sa zone de jeu. Et maintenant, ce personnage lui appartient et c'est le joueur jaune qui va bénéficier de l'avantage et du pouvoir de cette tuile personnage. Ou deuxièmement, il pourrait activer une tuile qui se trouve dans le chantier qu'on a placé au début de la partie. Dans les 3 premières rondes, on peut seulement activer la première tuile. Dans les rondes 4, 5, 6, on peut activer une des 2 premières tuiles. Et dans les rondes 7, 8, 9, on peut activer n'importe quelle des 3 tuiles du chantier. En plus de cela, il va recruter une des tuiles de personnage qui est restante sur le plateau. Donc il pourrait décider d'activer cette tuile, elle va lui faire gagner un jeton de nourriture qu'il va prendre à la réserve. Et il pourrait décider de recruter cette tuile de personnage et il va aller la placer dans sa zone de jeu. On continue notre chemin, il n'y a pas d'ouvrier sur la deuxième action, donc on va la sauter. C'est une action qui coûte du tissu, donc aucun joueur n'avait du tissu en début de partie, donc il n'y aura personne qui va la prendre. C'est une action qui permettrait d'aller placer une maison sur un des emplacements des tuiles de départ qu'on a placées au début de la partie, sur un emplacement libre où il n'y aura pas de maison. On a ensuite l'action de construction d'un bâtiment de bois, donc les bannières brunes qu'on a placées à côté du plateau en début de partie. Un joueur n'a qu'à payer les ressources indiquées sur la bannière et va pouvoir construire ce bâtiment sur la prochaine case libre du chemin. Donc, si je veux construire 7 tuiles, ou bien si je veux avoir du tissu disponible, je vais construire une tuile qui va en donner. Elle coûte 2 ressources de bois, donc le joueur rouge va défausser ces 2 ressources de bois et va ensuite aller construire le bâtiment sur la première case disponible du chemin. Il va envoyer son ouvrier au campement et comme il vient de construire un bâtiment, il va aller placer une de ses maisons en haut de ce bâtiment. Il va aussi réclamer la récompense en points de prestige inscrite dans le coin de la tuile qui est de 2. Donc il va prendre 2 jetons de points de prestige de la réserve et les mettre dans sa zone de jeu et on peut les placer face cachée pour cacher le nombre de points de prestige qu'on a de nos adversaires. Dans les prochaines rondes de jeu, si jamais un joueur place un ouvrier sur un bâtiment qui appartient à un de ses adversaires, donc si le joueur jaune place un ouvrier sur une case d'action qui appartient au joueur rouge, à ce moment-là, le joueur rouge va marquer 1 point de prestige. On continue notre chemin. Ici, on a l'action de déplacer le prévôt de 1 ou 2 cases. Donc ici, le joueur rouge va remettre son ouvrier dans le campement et va décider de déplacer le prévôt de 1-2 cases pour l'éloigner le plus possible pour qu'il puisse exécuter l'action ici pour marquer des points de victoire. Lorsqu'on arrive au pont des guildes, on va activer les maisons en ordre où elles sont placées sur le pont, donc le joueur jaune en premier, ensuite le joueur rouge, et ils peuvent payer des ouvriers de 1 à 3 ouvriers pour déplacer le prévôt de 1 à 3 cases. Chaque case qu'on veut le déplacer va nous coûter un ouvrier de notre réserve qu'on va aller placer directement dans le campement. Le joueur jaune pourrait décider alors de dépenser 2 ouvriers pour faire reculer le prévôt de 2
Et ensuite, le joueur rouge aura aussi l'opportunité de le déplacer. Présentement, s'il reste à cet endroit-là, il ne pourra pas activer sa tuile d'action où il y a son ouvrier. Il va donc décider de dépenser lui aussi 2 ouvriers pour l'avancer de 2 cases. On remarque aussi que le joueur jaune a une tuile personnage qui lui permet de déplacer le prévôt d'une case gratuitement lorsque les 2 activations du pont des guildes est terminée. Donc il peut faire son déplacement gratuit et il recule d'une case. C'est pour cela que le joueur rouge l'avait avancé de 2 pour être sûr d'avoir le prévôt à la bonne position pour effectuer son action. Par la suite, le joueur rouge a une action qui lui donne un jeton de bois. Donc, il va prendre un bois, le placer dans sa réserve. Ensuite, le joueur rouge peut payer une ressource de son choix. Donc, cette icône représente n'importe quelle des ressources entre le tissu, la nourriture, la pierre et le bois. Donc, il va prendre son ouvrier, le remettre au camp, va décider de payer une pierre, la remettre à la réserve. Et il va aller se chercher 3 ouvriers au campement. Donc, il va prendre 3 ouvriers rouges au campement et il va les remettre dans sa réserve. Par la suite, le joueur rouge va gagner une pierre. On met cet ouvrier-là au camp et il prend une pierre de la réserve. Notre joueur jaune, lui, va gagner une ressource de nourriture qu'il met dans sa réserve personnelle. Personne n'est sur ces 2 tuiles d'action, on saute par-dessus. Notre joueur jaune ici va dépenser une roche pour pouvoir aller se chercher 4 ouvriers au campement et les remettre dans sa réserve personnelle. Celui-ci s'en va au campement. Et finalement, ici, notre joueur jaune va dépenser un ouvrier pour gagner une ressource de son choix. Ce n'est pas l'ouvrier qui est sur la tuile, donc ça devrait être un ouvrier de sa réserve qu'il va dépenser pour activer sa tuile. Et il va se reprendre une roche pour placer dans sa réserve personnelle. Ici, notre joueur rouge va dépenser ce dernier ouvrier pour marquer 2 points de prestige qu'il va pouvoir ajouter dans sa zone de jeu, face cachée de son adversaire. Et lorsqu'on arrive au prévôt, la phase d'activation va se terminer. Donc, s'il reste des ouvriers sur les bâtiments qui sont après le prévôt, ces ouvriers sont défaussés et remis tout simplement au campement. Lorsqu'on a terminé la phase d'activation, on passe à la 3e phase, qui est la phase de livraison au chantier. On va seulement effectuer cette phase si les joueurs ont placé des ouvriers sur la piste du chantier, ce qui est le cas pour notre joueur jaune. On va effectuer les actions de gauche à droite sur la piste du chantier et les joueurs auront l'opportunité d'aller livrer des lots de 3 marchandises, de 3 ressources pour pouvoir marquer 5 points de prestige. Un joueur peut livrer le nombre de lots qu'il souhaite, donc tant qu'il ait les ressources pour le faire. Dans un lot, on doit obligatoirement avoir une ressource de nourriture et on doit avoir 2 autres ressources différentes de la nourriture. Donc on va avoir 3 ressources différentes pour chacun des lots. Mon joueur jaune va donc décider de livrer un seul lot. Il va livrer une pierre, une nourriture et un bois pour former son lot de 3 ressources. Et en le livrant, il va marquer 5 points de prestige. Donc il va se prendre un jeton 5 points de prestige pour aller placer dans sa zone de jeu. Ensuite, on va regarder quel joueur a livré le plus de lots et ce joueur va remporter une faveur. Donc, comme le joueur jaune est seul à livrer pour cette ronde de jeu, il va automatiquement gagner la faveur. Et la faveur peut faire les 2 mêmes actions qu'on a expliquées précédemment, soit de voler une tuile personnage à un adversaire ou bien d'aller activer l'emplacement qui est dans le chantier ici, qui serait de gagner une nourriture. Et ensuite, je pourrais me prendre une autre tuile de personnage. Donc, je pourrais la prendre et aller le placer dans ma zone de jeu. Une fois l'action de chantier terminée, l'ouvrier sera placé lui aussi au campement. Si jamais nos 2 joueurs avaient fait une livraison, à ce moment-là, pour savoir qui va gagner la faveur, celui qui a livré le plus de lots, mais si les joueurs sont égaux, c'est le joueur qui va être en première position sur la piste, qui va départager l'égalité et qui va obtenir la faveur. On passe ensuite à la 4e phase de jeu, qui est la phase d'intendance. Premièrement, on va regarder sur les tuiles bâtiments de départ si un joueur avait placé une de ses maisons grâce à l'action qui est ici sur le plateau. À ce moment-là, cette tuile sera retournée de l'autre côté, donc l'action qu'il y avait ne sera plus disponible pour le reste de la partie et la tuile sera transformée en résidence qui va appartenir au joueur jaune. Et on voit qu'il y a une icône de recrutement qui va lui donner un bonus. Il va regagner plus d'ouvriers du campement à la fin de cette phase de jeu.
Par la suite, tous les joueurs qui ont des résidences en suivant l'ordre du chemin à partir du pont des guildes auront l'opportunité de pouvoir acheter un monument et de le construire par-dessus une de leurs résidences. Les monuments vont donner beaucoup de points de prestige, mais vont coûter beaucoup de ressources de pierre et d'or, qui sont des ressources difficiles à obtenir. Lorsqu'on va placer un monument sur une tuile de résidence, on va perdre l'icône bonus de recrutement en dessous de la tuile, et on ne peut pas placer aussi d'ouvriers sur les tuiles de monuments pendant la partie. Ensuite, les joueurs vont procéder au recrutement. Donc, dans une partie à 2 joueurs, chaque joueur va recruter 3 ouvriers du campement pour les placer dans sa zone de jeu pour la prochaine ronde. Et on va ensuite regarder si on a des icônes bonus. Donc ici, le joueur jaune, s'il a une résidence, il va avoir un bonus de 1 de recrutement. Donc, on va prendre un ouvrier supplémentaire. Et notre joueur rouge, lui, a le recruteur comme tuile personnage. Ça va lui donner une icône de recrutement. Et il va lui aussi avoir un ouvrier supplémentaire à recruter. Certaines tuiles de monuments vont aussi donner des bonus dans la phase de recrutement. Donc ici, 2 ouvriers de plus à recruter. Ici, on va gagner une ressource de nourriture et ici, une ressource de tissu qu'on va gagner dans la phase de recrutement. On va déplacer le jeton du prévôt juste avant le dernier bâtiment qui a été construit sur le chemin. Et finalement, on va avancer le marqueur de ronde au prochain numéro sur la piste de ronde de jeu. Et on va continuer la partie en commençant une 2e ronde. On va ensuite en jouer 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une 9e ronde de jeu. Et à la fin de la 9e ronde de jeu, ça va mettre fin à la partie. Les joueurs vont regarder s'ils ont encore des jetons d'or. Chaque jeton d'or va leur donner 2 points de prestige. Et les joueurs vont révéler tous leurs points de prestige accumulés pendant la partie et vont cumuler le total pour avoir leur score final. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré plus grand architecte du royaume et vainqueur de la partie. Et si jamais on a une égalité, on aura une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Caius 1303. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Caius 1303? Premièrement, je veux vous spécifier que j'avais jamais joué à la vieille version de Caius. Mais oui, je le sais, j'ai pas pu essayer ce grand classique que tout le monde parle comme étant un des fondateur du placement d'ouvriers, donc un des premiers jeux de placement d'ouvriers qui est arrivé sur le marché. Moi, je pense que le premier que j'avais joué, c'était probablement Agricola, quand il était sorti là, dans les jeux de placement d'ouvriers. Donc, Caius était venu un petit peu avant. C'est un jeu, premièrement, dans cette édition-là, qui est vraiment magnifique au point de vue du visuel. Je trouve que c'est vraiment beau, le graphisme qui a été fait, l'espèce de réalisme un peu dans le graphisme, c'est vraiment très beau puis très bien réussi. Puis les composantes, c'est vraiment une super qualité, les ressources qui sont vraiment belles, qui sont différentes pour chaque sorte. Ça, c'est vraiment le fun. Les tuiles aussi qui sont épaisses, très bonne qualité. Space Cowboys, généralement dans leur jeu, c'est souvent le cas. On a aussi même un insert dans la boîte pour bien ranger tout ça. Même les ressources, on peut les laisser dans les petites cases dans l'insert, puis laisser la boîte à côté de nous quand on joue, puis aller chercher les ressources directement là-dedans. On n'a pas besoin de les sortir sur la table. Fait que l'insert est vraiment bien fait. Fait que c'est vraiment une belle production puis une super belle réédition. Mais je peux pas comparer avec la vieille parce que, évidemment, j'y ai jamais joué. Côté gameplay, c'est un jeu qui m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'interactions dans un jeu de gestion de ressources ou un jeu de placement d'ouvriers. Puis celui-là, je pense que c'est vraiment une de ses forces. Donc d'avoir beaucoup d'interactions entre les joueurs. Parce qu'il faut vraiment planifier dans ce jeu-là. Parce que quand je place un ouvrier, je ne l'active pas tout de suite. Je place mes ouvriers, puis ensuite on va les activer, mais en suivant l'ordre du chemin. Fait que là, si je mets une action au début, mais que j'ai pas les ressources pour la faire, bien, ça donne rien parce que mes ressources, je vais les avoir plus tard parce qu'ils vont être activés après avoir activé mon action. Les actions ne sont pas obligatoires si jamais on s'est trompé ou on n'avait plus la ressource, ou on l'a dépensé, puis on arrive à faire une action, puis qu'on n'est plus capable, c'est pas grave, on peut ne pas faire l'action si on veut aussi. Mais cette dynamique-là, j'ai trouvé intéressante, c'est un bon exercice de planification, fait que de voir que, ok, ben, je vais me mettre là, mais là, j'ai pas les ressources pour le faire, fait qu'après, il faut que j'aille me placer là, mais si les autres ont vu ce que je veux planifier, ben, peut-être qu'ils vont aller prendre ces emplacements-là, puis finalement, j'aurai pas les ressources nécessaires, puis là, quand je vais arriver à mon action qu'il faut que je dépense, ben là, je les aurais pas ramassées avant, parce que j'ai pas réussi à placer mes ouvriers aux bons endroits. Fait qu'il faut vraiment planifier ces choses comme il faut, puis ça, j'ai trouvé ça très agréable. Il
Il y a aussi de l'interaction parce qu'on peut déplacer le prévôt, parce que je peux le faire reculer. Si je vois que mes adversaires ont placé des ouvriers sur les dernières cases qu'on vient de construire, ben à ce moment-là, ben si je recule le prévôt, ben ces actions-là ne seront pas activées, puis ils vont juste perdre leurs ouvriers, puis ils n'auront pas les bénéfices de ces actions-là. Si je vois qu'ils ont dépensé tous leurs ouvriers, ben là je peux le reculer de 3 cases, puis justement leur empêcher d'aller faire certaines actions. Fait que ça aussi, ça a un petit côté d'interaction, puis il faut surveiller un petit peu. Il faut essayer de gérer nos ouvriers comme il faut, puis de s'en garder quelques-uns justement pour pas être dans une situation comme ça, où l'autre joueur a le contrôle sur le prévôt, puis il va le reculer, puis m'annuler des actions. La gestion des ouvriers, justement, je trouvais ça intéressant que les ouvriers ne reviennent pas automatiquement dans notre réserve personnelle, mais qu'il y a certaines actions qui me permettent d'aller chercher des ouvriers puis de les regagner dans ma réserve. Fait que les ouvriers deviennent aussi une ressource parce qu'on les dépense pour faire les actions, mais je les dépense aussi pour faire avancer le prévôt. Mais là, il faut que je fasse des actions pour aller en récupérer, fait que ça devient vraiment une ressource en plus. Fait que ça fait aussi changement de la twist classique du placement d'ouvriers. Les tuiles de personnages, je pense que c'est une nouvelle addition dans cette édition-là. Ils sont vraiment cool, c'est vraiment des pouvoirs le fun, ça rajoute un petit bonus, tu fais un point de plus quand tu construis, ou tu peux livrer des lots au chantier en mettant n'importe quelle ressource. Il y en a que quand tu vas mettre quand les autres mettent un jeton sur des bâtiments qui t'appartiennent, tu vas faire 2 points de prestige au lieu d'1. Il y en a un, c'est le voleur, ben, tu donnes plus de points de prestige aux autres quand tu vas sur leur bâtiment. Il y en a un qui est le lève-tôt, qui est vraiment puissant, qui te permet de jouer un ouvrier avant le premier joueur. Fait que tu places un ouvrier, puis après le premier joueur va jouer, puis on va commencer le tour de jeu normalement. Ça, c'est quand même assez fort. Puis si le premier joueur a le lève-tôt, ben, il va jouer 2 fois avant toutes les autres. Fait que ça devient aussi très puissant, celui-là. Souvent, il va se faire voler d'un joueur à l'autre. Puis l'autre qui est très fort, évidemment, c'est un pouvoir qui me permet d'aller placer un ouvrier une fois par ronde sur un emplacement qui a déjà un ouvrier. Fait que ça peut être des pouvoirs qui sont super intéressants. Fait qu'il faut faire attention puis pas laisser non plus un joueur avoir trop de pouvoirs en même temps puis qui peut bénéficier de ces avantages-là très longtemps pendant la partie. Ce que j'aime aussi dans le jeu, c'est qu'on construit les bâtiments au fur et à mesure dans la partie. Fait que c'est les choix des joueurs qui vont décider quel bâtiment va être disponible puis dans quel ordre. Puis où ils vont être placés, qui va les posséder, parce que là, ça va changer. Là, si je vais tout le temps sur ce bâtiment-là, ben là, je donne tout le temps un point à l'autre parce que c'est lui qui l'a construit. Fait qu'il y a la réflexion aussi de dire, ok, ben je vais construire ce bâtiment-là, je sais que les autres vont y aller souvent dessus, puis il va me rapporter 5-6 points d'ici la fin de la partie, en plus des points que je fais en construisant. Fait que c'est sûr que les bâtiments, c'est super important. Puis il n'y a pas beaucoup d'actions pour les bâtir, fait que c'est des actions qui deviennent importantes puis prioritaires. Fait qu'on se bat souvent pour ces actions-là ou décider d'être en premier. Puis il y a le petit côté, il y a quasiment un petit côté push your luck dans le sens que quand vient le moment de passer ton tour dans la phase de planification, ben premièrement tu vas donner le premier joueur pour la prochaine ronde, ce qui est quand même très bon dans ce style de jeu-là. Et en plus, ben là tu donnes une pénalité aux autres joueurs, donc les autres joueurs s'ils veulent continuer à placer des ouvriers, ben là ils vont devoir payer un ouvrier de pénalité tout le temps. Fait que ça va leur coûter 2 ouvriers pour en placer un, ça commence à faire cher pour faire des actions. Fait que ça se peut qu'un tour de jeu, tu aies pas mal moins d'ouvriers que les autres, fait que tu vas en placer quelques-uns pour faire des choses, puis après ça tu veux t'en garder 2-3 pour avancer le prévôt ou payer des bâtiments ou des choses comme ça. Ben là tu vas passer rapidement, puis là après ça eux voir qu'ils dépensent beaucoup d'ouvriers. Fait que c'est vraiment intéressant cette petite dynamique-là de gestion d'ouvriers comme je disais tout à l'heure. En plus, c'est un jeu qui est super simple, super facile à prendre en main. Une superbe iconographie sur le plateau, les symboles sur les tuiles, les bâtiments, on comprend facilement ce qu'ils font. Ils donnent des ressources, ils te donnent une faveur, ils te permettent d'échanger des ressources contre des points, échanger une ressource contre de l'or, etc. Fait que c'est vraiment très facile à comprendre. Puis le livre de règles, pour vrai, c'est un des livres de règles que j'ai trouvé le plus facile à apprendre, très bien structuré, puis un super aide mémoire là, au verso pour pouvoir avoir un résumé là, de toute la partie. Fait que c'est vraiment très très bien fait pour ça, là, très bien facile à apprendre puis embarquer dans le jeu. Pour les côtés négatifs, c'est évidemment comme tout bon jeu, ben, comme beaucoup de jeux euro, c'est sûr, bon, la thématique médiévale, gérer des ressources, emmener ça dans un château, construire des trucs dans un village. C'est super classique, ça n'a rien d'original dans sa thématique, mais là, c'est une réédition d'un vieux jeu, donc c'est sûr qu'on n'est pas pour tout changer ça, mais c'est sûr que c'est pas la thématique qui va nous attirer en premier dans ce jeu-là. Sinon, c'est un jeu qui a beaucoup d'interactions, mais ça peut vraiment devenir un jeu qui est très vicieux. Fait que c'est pas un jeu que vous allez pouvoir jouer avec tous les fans de jeux de placement d'ouvriers puis de jeux de gestion de ressources. Souvent dans ce style de jeu-là, on est chacun dans notre petit endroit, chacun à faire notre petite affaire, construire notre truc.
Mais là, dans ce jeu-là, on peut vraiment être méchant avec les autres, on peut payer des surplus pour leur empêcher de faire des actions, je peux leur voler leur tuile de personnage, je peux leur voler leur pouvoir de personnage. Ça, c'est vraiment chiant pour vrai. J'haïs ça, me faire voler une tuile de personnage. Fait que c'est des choses qui sont très take-that pour un jeu de gestion de ressources. Fait que des fois, le mélange, même s'il est super original, je pense que ça plaira pas à tout le monde. Fait que si vous êtes le genre de joueur à aimer faire vos affaires, puis pas aimé vous faire attaquer, vous faire voler des trucs, ben peut-être que ce jeu-là va vous picosser un petit peu puis que ça va être moins plaisant pour vous. Mais moi, j'ai trouvé la twist très intéressante. Somme toute, Caius 1303, je vais lui donner une note de B. Donc pour moi, c'est un bon jeu, une super belle édition au niveau du matériel, au niveau de la production, la qualité des composantes, l'insert et tout ça. Donc c'est vraiment une belle production. Et j'ai trouvé que le gameplay était vraiment simple, c'était facile à embarquer dedans, il y avait une belle twist, un bel exercice de planification, puis la petite touche d'interaction entre les joueurs, j'ai trouvé ça très original pour ce genre de jeu-là, de jeu de gestion, où, tu sais, quand c'est autour des autres ou quoi que ce soit, on va regarder qu'est-ce qui se passe parce que justement, on veut réagir à ce qu'ils vont faire, tout ça. Donc c'est super intéressant, puis je pense que ça fait quand même un jeu qui a une place dans votre ludothèque aujourd'hui, même si vous avez des tonnes de jeux de placement d'ouvriers. Je pense qu'il se démarque beaucoup du genre, puis en ayant été un des premiers, c'est sûr qu'on a vu 10 000 variantes de ces choses-là, mais le mélange de toutes ces mécaniques-là ensemble, ça fait vraiment quelque chose de très bien et très original. Donc, Caius 1303 se mérite une note de B. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, on va donc lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de Caius 1303 en collaboration avec Asmodée Canada. Donc, avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant de la semaine dernière. La semaine dernière, on faisait tirer le jeu Super Punch Fighter, un jeu de combat, une espèce de Super Smash en jeu de société. Et notre gagnant pour Super Punch Fighter est Guillaume Dolé. Donc, félicitations Guillaume. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour cette semaine, pour participer à notre concours du lundi, c'est très simple. Vous n'avez qu'à répondre à la question du jour en commentaire YouTube sous cette vidéo. La question du jour est la suivante. Quel vieux classique aimeriez-vous qu'il fasse peau neuve avec une nouvelle édition, comme on vient de faire avec Caius 03? Donc écrivez-nous votre réponse en commentaire YouTube sous la vidéo. On vous laisse jusqu'à dimanche prochain, le 26 janvier 2020, pour participer jusqu'à midi, heure de l'Est. Et c'est un concours qui est ouvert à tous. Et si vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous avez une participation automatique au concours. Et si jamais vous participez en commentaire, vous aurez une deuxième chance de remporter une copie du jeu. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez nous supporter, vous pouvez nous donner sur notre page Patreon si vous appréciez le contenu qu'on crée. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.